Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver après une petite pause où j'avais pas mal de boulot. Pas mal de boulot avec ma maison d'édition Exuvie, puis pas mal de boulot aussi au niveau de la synthèse qu'il y a à faire dans l'actualité. Et donc je vous propose de vous livrer, on va dire un rendu. Ici, je vous dis souvent, je vous partage souvent, que sans l'information, nous n'avons pas accès à la vérité, alors pas la vérité transcendante, la nôtre, et sans la vérité, nous ne sommes pas libres. Donc c'est un cheval de bataille qui devrait tous nous animer. Alors bien sûr, ça prend du temps de chercher des infos, d'avoir des canaux d'information, de faire la synthèse pour ensuite la digérer, la ressentir et poser des constats dessus. Alors je vous propose une vision de ce qui se passe en ce moment, puisque évidemment il y a beaucoup à dire, avec un angle précis, c'est-à-dire celui du délit d'opinion, de la difficulté de transmettre de l'information et la censure qui va galopante dans différents milieux, que ce soit dans les sphères scientifiques, politiques et évidemment médiatiques. Donc on va faire un tour d'horizon, puis en voyant quels sont les principaux acteurs qui peuvent être touchés, on va dire, par ce délit d'opinion, que ce soit du professeur Raoult au professeur Perron, mais on va voir que ça touche aussi des commissions politiques, on va voir que ça touche les citoyens lambda, mais aussi les chercheurs. Donc l'idée, c'est pas de fustiger, c'est de proposer un autre regard et puis de voir à quel point l'information a de la difficulté à émerger à nous, grand public, pour se faire une opinion autre, en tout cas la nôtre, sur cette crise qui bouleverse nos quotidiens depuis 12 mois. Alors pourquoi autant de personnes fustigées, pourquoi autant de censure sur les réseaux qui deviennent routiniers, qui ont été acceptés presque comme une norme de la part de sociétés privées? Eh bien, on va essayer de décortiquer tout cela en faisant des mises en perspective, toujours en essayant d'être le plus pragmatique possible, afin qu'on puisse, chacun à notre niveau et selon nos besoins, où on en est, tirer le parti de ces informations-là que je vous invite à retrouver en description et vous-même à pouvoir partager dans les commentaires des sources d'informations. Alors, j'essaye d'être à chaque fois avec des sources de médias mainstream, c'est-à-dire, par exemple, Libération, Le Monde, RMC, RTL. Voilà, ce sont tout ce que je puise là. Tout le monde peut y avoir accès et gratuitement. Alors, je voulais appeler cette vidéo délit d'opinion censure au niveau médecine, presse et politique. On constate de plus en plus qu'il y a des suppressions d'articles, de vidéos, mais aussi des commissions parlementaires, des suppressions de documents, de suppression de chaînes entières, voire même de canaux médiatiques, on va le voir avec France Soir, entiers qui peuvent simplement évoquer une autre idée de la santé. Donc les mots qu'on entend le plus revenir, les noms propres qu'on entend le plus revenir dans les phénomènes de censure actuellement, ça va être France Soir justement, ça va être le professeur Raoult, le professeur Perron, le professeur Toussaint, Toubiana. Ce sont devenus des noms sulfureux, malgré leurs CV respectifs. On va dire France Soir, c'est des dizaines d'années d'existence. Le professeur Raoult est considéré top 5 au niveau mondial dans sa spécialité. Le professeur Perron a été au conseil scientifique et auprès de gouvernement pendant près de 15 ans, notamment dans tout ce qui est épidémiologie. Le professeur Toussaint et Toubiana, pareil, sont des pontes. Et d'un jour à l'autre, ils ne sont plus rien et ils sont à jeter à l'opinion publique et on les qualifie de tous les anathèmes possibles. Eh bien aussi, dans cette dynamique, on se rend compte que même l'Assemblée nationale a été écartée, puisqu'en cas d'état d'urgence sanitaire, il y a des décisions qui se font par décret, donc les lois ne sont plus trop votées. On va dire que l'Assemblée nationale a un rôle consultatif, pour être poli. Alors on va commencer déjà par ça, par ce point politique. Pour comprendre le contexte, on est obligé, pour aller jusqu'à la plus petite entité du pays, c'est-à-dire le citoyen, de comprendre comment c'est régi au-dessus. Alors on peut dire qu'il y a quelques jours, c'était le 25 janvier, vous avez une dissolution de la mission d'information sur la gestion sanitaire. Et donc le gouvernement a décidé de dissoudre cette mission d'information. Alors elle avait été créée en mars 2020, dès le début de la crise sanitaire en France, cette mission parlementaire, et elle avait publié en décembre un rapport aux conclusions sévères à l'égard du gouvernement. Je rappelle que la France est dans le classement mondial le 76e pays à avoir le mieux géré la crise. Et donc ce rapport de cette mission parlementaire avait pointé du doigt de nombreux dysfonctionnements, de nombreuses faillites. Et bien plutôt que de mettre cela en débat à l'Assemblée nationale, voire de le porter dans des commissions spéciales, le gouvernement
a dissous cette mission parlementaire et elle n'aura plus le droit de s'exprimer avec un regard critique sur ce qui a été fait. Alors Pierre Dharréville, c'est un député communiste qui rapporte à Mediapart que ça n'était même pas inscrit à l'ordre du jour, la suppression de cette mission. Et donc c'était selon lui le seul outil, enfin pas selon lui, mais dans les faits, le seul outil qui permettait à l'Assemblée nationale d'exercer un pouvoir de contrôle. Et donc là, il disait que c'était assez dangereux puisque le pouvoir exerçait seul un pouvoir de décision. Alors c'est à mettre en perspective de la déclaration de la députée Martine Vonner, qui est médecin, je crois. Enfin, je ne sais plus quelle est sa spécialité médicale. Elle a demandé à l'Assemblée nationale de fournir des documents administratifs relatifs aux réunions du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique, dont on ne connaît pas vraiment la composition ni la teneur, eh bien, elle a reçu un droit de non-recevoir, justement, parce que les documents administratifs n'existent pas. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun document, aucun compte rendu, aucun rapport de commission ou enquête de travail émanant du Conseil scientifique qui ne peut être consulté par les membres élus par le peuple. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont aucun accès aux informations qui se tiennent au niveau du Conseil scientifique. Donc il y a une opacité énorme et surtout aucun compte ne peut être rendu. Alors, dans ce climat un petit peu de suspicion, eh bien, il y a une pétition qui a été lancée samedi dernier à la demande de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, à l'encontre de François afin de réexaminer le certificat d'IPG, donc d'information politique et générale, donc c'est-à-dire qu'il donne le droit à un média d'informer la population. Donc ce certificat est alloué à François jusqu'en novembre 2022, mais la ministre de la Culture voulait anticiper cela. Et suite à une pétition édictée par le CNJ, donc le Syndicat national des journalistes, qui a reçu en un week-end 1480 signataires, en quelques jours, en une dizaine de jours, à peu près 1500 signatures en 10 jours, et bien pour que François soit rayé on va dire, du syndicat de la presse, si on peut dire, parce qu'il y a une voix dissonante avec l'ensemble. Donc ça fait suite aussi à la censure de leur chaîne YouTube le 22 janvier dernier, qui est une chaîne qui a été supprimée pour propos complotistes ou charlatanistes. On ne sait pas trop, en tout cas, la chaîne n'a plus le droit de publier pendant plusieurs jours. Donc il y a un climat vraiment on va dire, de suspicion, de pression, et qui fait suite aussi à ce qui avait été voté en mois de décembre, qui avait été assez sulfureux, mais les actualités se bousculant, ça n'avait pas fait plus de bruit que d'autres choses. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est autorisé à ce qu'il y ait un fichage selon l'idéologie, la religion ou le syndicat, pour tous les citoyens, mais également par les corps constituants. Donc ça, vous pouvez le retrouver, ce décret, ça date de novembre 2020. Et puis ça s'est traduit dans les faits où, à Lyon, ça c'était au mois de décembre, un individu retraité a été arrêté dans un bus, pas par n'importe qui, mais par le RAID, parce qu'il a tenu des propos insultants et calomnieux à l'égard du président. Donc ce n'est pas la police municipale qui est venue le verbaliser, c'est directement la brigade du RAID qui a interpellé ce retraité. Alors, hier, le 3 février, on a constaté, vous pouvez chercher dans les brèves, l'indice démocratique est en recul en France, selon une étude annuelle de The Economist, donc le journal de The Economist, qui se base notamment sur le pluralisme, les libertés civiques et le fonctionnement du gouvernement. Et donc la France a dégringolé, a été dégradée, on va dire, et reléguée dans la catégorie des démocraties défaillantes, selon le terme de cette étude de The Economist. Et ça fait suite aussi à une enquête et un article de Libération paru le 18 janvier qui s'intitulait « Macron menace de virer les ministres qu'il ouvre sur le vaccin ». C'était le titre de cet article, et où on voyait qu'il y avait une volonté de mettre la pression et une volonté de pensée unique. Ça rejoint également les propos du médecin, je crois c'est le président du syndicat national des urgentistes, Patrick Pelloux, qui disait, ouvrez les guillemets, ceux qui sont contre les vaccins, c'est bien car c'est la liberté d'expression, même les cons peuvent dire quelque chose. Donc c'est-à-dire que même là où il y aurait la liberté d'expression, il va quand même y avoir une pensée qui va être fustigée, moquée, tournée en dérision, voire accusée de semer le trouble ou l'ordre.
Et puis ça, ce sont sur des nouvelles technologies, par exemple sur les injections à ARN, mais on constate aussi que le Conseil supérieur de la santé, début de semaine, a censuré des propos et a affirmé que la vitamine D et le zinc étaient inefficaces contre la grippe Covid. Ça a alerté beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités se sont alarmées de cela, beaucoup d'internautes ont pris position, et puis on se sont montrés indignés. Eh bien, vous avez le philosophe Michel Rosenzweig qui a relayé cette publication et qui s'est fait censurer son compte Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'en dépit des études qui sont menées depuis des dizaines d'années sur la pertinence de l'association zinc et vitamine D dans la stimulation du système immunitaire et qui ont montré leurs effets pour la grippe, eh bien le Conseil supérieur de la santé a affirmé qu'il n'en était rien. Et on voit même maintenant des réseaux privés censurer la promotion de vitamines. Donc c'est évidemment choquant de dire prenez du zinc et de la vitamine D. Eh bien aujourd'hui ça peut être censuré. C'est assez étonnant parce qu'on s'était habitué à ce que la censure touche les voix critiques, les voix, on va dire, qui vont à l'encontre, voire qui peuvent combattre. Et bien là, on se rend compte que ça touche aussi les partisans des vitamines et des minéraux. On constate aussi beaucoup de pression à l'encontre de personnalités du monde de la médecine. Par exemple, dans le Maine-et-Loire, à Cholet, vous avez un médecin d'hôpital qui a subi les pressions de sa hiérarchie. Vous retrouvez ça dans un lien en article de France Histoire. Mais vous avez surtout, fin décembre, une plainte du Conseil de l'ordre des médecins à l'encontre de 6 médecins, dont le professeur Raoult et le professeur Perron. Donc cette plainte porte pour charlatanisme. Le terme utilisé par le Conseil de l'ordre des médecins, c'est charlatanisme. Et vous avez les médiatiques Perron, Raoult, le professeur Joyeux, cancérologue à la retraite, le docteur Nicole Delépine, qui était oncologue à l'hôpital de Garges, si je ne dis pas de bêtises, le docteur Nicolas Zeller, qui est médecin généraliste, et le docteur Réseau France, qui est également généraliste. Donc ces 6 médecins ont été visés par une plainte du Conseil de l'ordre des médecins pour charlatanisme. Vous avez également Patrick Bélier, qui est pneumologue à Sainte-Foy-les-Lyons, qui lui a été suspendu pendant 5 mois en décembre 2020. C'est une sanction de l'ARS de Lyon parce qu'il questionnait le port du masque. Donc vous avez des pressions, vous avez des stigmatisations, vous avez des suppressions de contenu, voire des suppressions de postes, ce qui est arrivé au professeur Christian Perron qui a été déchu de sa fonction. Mais vous avez également une psychiatrisation, on l'a vu avec le cas du professeur Jean-Bernard Fourtillan, où le préfet du Gard, Didier Loga, a ordonné l'ordre d'interner ce professeur d'office. Et donc il est resté en hôpital psychiatrique pendant 1 semaine, 10 jours, je crois, et c'était vers Nîmes, il me semble, enfin dans le Gard, et ça remonte au mois de décembre. On apprend aussi que par France Inter, on avait appris que l'AP-HP avait déposé une plainte et avait démis le professeur Perron de ses fonctions de chef de service, c'est ce que je vous disais, mais c'est vraiment sur l'initiative de l'AP-HP derrière. Et puis il y avait également, toujours à l'encontre du professeur Perron, un défaut de maîtrise de l'antenne. Le CSA avait appelé RMC à exercer, on va dire, de la vigilance et de la prudence à l'égard des contenus qu'elle pouvait proposer, et puis aussi en fonction des invités qu'elle pouvait faire intervenir sur ces ondes. Donc c'était une pression non pas sur Perron, parce que du coup, lui, il continuait de parler dans les médias, donc là, la pression s'est exercée sur le média lui-même, qui pouvait donner la parole au professeur Perron. Alors en réaction, le professeur Christian Perron et le professeur Trouillas et d'autres médecins ont attaqué un décret qui limitait leur liberté de prescription et de on va dire, d'expression. Alors vous avez des chaînes YouTube supprimées, des réseaux sociaux supprimés, des personnes qui sont discréditées avec des termes fourre-tout et étiquettes comme rassuristes ou complotistes. Et puis tout cela, ça nous amène à constater aussi qu'en dehors des pressions qui sont réalisées sur les citoyens, il y a un climat de suspicion, d'informations divergentes, ou contradictoires, ou paradoxales, ou autres, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que le premier bénéficiaire des informations, ça devrait être le citoyen, qui souffre de cette crise sanitaire, soit parce qu'il peut être touché par le virus en lui-même, mais surtout, puisqu'il y a 99,95% d'être épargné dans sa vie par le virus, surtout par l'impact qu'il y a au niveau économique, qu'il y a au niveau psychologique, qu'il y a au niveau social, lorsque des informations tentent d'être fournies de manière contradictoire, il y a une censure très lourde qui s'exerce
soit sur les médias en eux-mêmes, les journalistes, donc c'est-à-dire des entités médiatiques, ou alors sur les acteurs de la santé. On pense à des virologues, on pense à des épidémiologistes, on pense à des généticiens, on peut citer Alexandra Arion-Claude, on pense également à tous les médecins qui informent, on pense beaucoup au professeur Raoult qui se fait mettre des bâtons dans les roues systématiquement. Que ces gens-là aient tort ou raison, je dirais peu importe, la pluralité doit s'exercer. Alors on dit, c'est en temps de guerre, il faudrait une cause commune, bien sûr, mais lorsqu'on voit que le conseil scientifique a touché 450 000 € de la part des laboratoires pharmaceutiques et qu'elle a fait la promotion d'un médicament qui est reconnu dangereux, le Redemsivir, au point même de le distribuer gratuitement, qu'il y a eu 1,5 milliard d'euros d'achat de boîtes de ce médicament qui est interdit à la distribution en Europe, qui a causé de nombreux effets secondaires et des morts, qui est accusé aujourd'hui de générer des virus mutants par de nombre d'épidémiologistes et de biologistes, eh bien on peut se poser la question du 2 poids, 2 mesures, évidemment. Évidemment qu'on doit se poser ces questions parce que l'industrie pharmaceutique représente des dizaines et des centaines de milliards de bénéfices. Là, il y a le scandale avec la 6e injection de Pfizer qui rapporterait à elle seule plusieurs milliards d'euros de bénéfices. Donc, il y a des questions légitimes. Et ces questions légitimes, elles vont jusqu'au plus sordide. Alors là, les enquêtes sont en cours, mais on peut quand même le noter. On peut noter qu'en mai de l'année dernière, vous avez eu un chercheur qui a été assassiné. Je crois que c'est vers Pittsburgh, après avoir fait des découvertes importantes sur le coronavirus. Donc ça, je vous mettrai le lien en description. Vous avez également le corps d'un médecin qui a été retrouvé mort en 2017. Je mettrai le lien en description. Et puis vous avez aussi la chute d'un scientifique qui travaillait sur le vaccin du Covid. Je crois que c'est en Russie. Et il est mort fin décembre de cette année. Je vous mets le lien, c'est CNews. Et puis vous avez également Brandy Vaughan, une ancienne cadre du groupe pharmaceutique Merck, qui a été retrouvée morte chez elle quelques jours après avoir posté une vidéo dans laquelle elle dénonçait le scandale des injections agissant sur l'immunité, et où elle avait bien précisé qu'elle sentait que sa vie était en danger par rapport aux propos qu'elle rapportait. Elle avait bien précisé qu'elle ne souhaitait pas se suicider. Et c'est son enfant en bas âge qui l'a retrouvée morte dans son appartement. Alors, malgré tout cela, vous avez de nombreux, on va dire, comités de médecins qui agissent, de nombreux groupements de médecins. Alors, ils ne sont pas relayés par les médias ou alors ils se font censurer, donc là, le grand public n'en a que peu connaissance. Donc, vous avez des collectifs de médecins indépendants pour la Covid-19, vous avez des collectifs de médecins pour la santé libre, vous avez le collectif Réinfo Covid. Également, plusieurs collectifs se montent, ça c'est juste pour la France, mais en tout cas, des médecins veulent se faire entendre et le grand public a l'impression qu'il n'y a qu'un seul son de voix, alors que ce n'est pas le cas. Il y a vraiment une pluralité qui s'exerce. Encore une fois, on ne sait pas qui a tort, qui a raison, mais en tout cas, la science doit pouvoir s'exprimer et les médecins de terrain doivent pouvoir prescrire. Et évidemment, ça s'inscrit dans un cadre globalisé, où par exemple, France Info nous apprenait qu'en Chine, eh bien, vous avez une personne qui avait enquêté sur le Covid-19, sur l'épidémie, qui a été condamnée à 4 ans de prison. Donc je vous mettrai le lien France Info. Et où on voit qu'il y a divers positionnements complexes. Alors encore une fois, c'est une épidémie mondiale qui devrait faire en sorte que la transparence soit faite. Et pour ne pas qu'il y ait de suspicion, pour ne pas qu'il y ait de propos complotistes, eh bien, la meilleure des choses, ça serait qu'il y ait le plus de transparence, c'est-à-dire qu'il y ait des commissions parlementaires, des médias libres, indépendants, on va dire une transparence au niveau des fonds des laboratoires qui vont en direction des personnes qui parlent. Donc pour que tout le monde soit rassuré et qu'on puisse évoluer dans un climat serein. Pour ce faire, pour transmettre davantage d'informations, j'ai mis en place 2 nouveaux canaux d'information. J'ai créé une chaîne secondaire sur YouTube, je vous mets le lien en description, où il y aura beaucoup de lives. Par exemple, ma première invitée sera Emma Creuset, mais il y aura bien d'autres personnes, où là, il y aura une interaction. Vous serez conviés à nous poser des questions, donc je ferai des formats 1 ou 2 fois par semaine sur cette chaîne secondaire, qui ira plus loin que ce que je peux proposer habituellement ici. Et puis pour d'autres informations plus fouillées, je vous mets en lien aussi ma chaîne privée gratuite, où je mettrai à disposition du contenu gratuit. Donc voilà, ma chaîne secondaire YouTube en lien, et ma chaîne privée sur mon site en lien. Et je vous invite à partager ces nouveaux contenus avec moi. Je vous invite aussi à relayer
cette vidéo parce que je pense qu'elle peut aider certaines personnes à y voir plus clair et, en disant bah tiens, il n'y a pas que l'information lisse des grands médias parce qu'elle nous semble juste parce qu'elle semble répétée, mais en fait il y a un pluralisme qui ne demande qu'à s'exprimer. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.